Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré au contour de la mise en place effective pour 2020 de la monnaie unique de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Depuis le 29 juin dernier, en effet, les chefs d'État et de gouvernement des 15 pays membres de cet espace ont validé le nom et le calendrier de mise en œuvre de cette monnaie unique, longtemps projetée mais jamais concrétisée. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui Justin Damo-Barrow. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Toumouyi. Ministre chargé de l'économie et des finances du Burkina de 1983 à 1986. Vous êtes également passé par la Commission économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, du 30 janvier 1995 au 1er août 1996 en tant que commissaire chargé du département des politiques économiques. Votre carrière professionnelle se poursuit ensuite, monsieur Barrow, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, où vous assumez la fonction de vice-gouverneur entre 1996 et 2005, puis de gouverneur de 2005 à 2008. Conseiller à la présidence du FASO jusqu'en 2015, vous dirigez à présent Cogent International Consulting Group, un bureau d'études que vous avez fondé depuis le 1er décembre 2014. En deux mots, monsieur Barrow, de quoi s'occupe ce bureau d'études? Alors, le bureau d'études Cogent, je me permets quand même avec votre autorisation, de vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de parler de ce bureau d'études. Elle s'occupe essentiellement de l'accompagnement de la petite et moyenne entreprise. C'est quand même le maillon le plus important de l'économie dans la plupart de nos États d'ailleurs. Nous avons pratiquement des économies dont le maximum d'opérateurs est constitué donc de sociétés du secteur privé. Et dans ce secteur privé, la petite et moyenne entreprise occupe près de 90-95% de la place. Donc nous les accompagnons, nous facilitons donc leurs relations avec le système bancaire et ensuite nous procédons également à la formation des agents du secteur bancaire. Comme je l'ai toujours dit, les banques, l'État, le secteur minier et le secteur donc, de la téléphonie mobile sont absolument les quatre secteurs les plus dynamiques aujourd'hui et qui recrutent. Alors, si l'État a ses structures de formation, la téléphonie mobile, à la limite, peut se satisfaire donc d'agents formés un peu sur le tas. Les mines également peuvent. Mais le secteur bancaire est un secteur assez spécial, assez délicat, très encadré par la banque centrale. Là, il faut de la formation. Il faut de la formation. Vous accompagnez donc les petites et moyennes entreprises. C'est également un cœur de cible très important pour le développement économique de nos nations. J'ajoute juste que vous êtes également président du conseil d'administration de United Bank for Africa. C'est la UBA, ancienne Banque internationale du Burkina, BIB, depuis le 1er janvier 2010, mais également administrateur représentant le groupe B des États africains, membre de la Banque islamique de développement depuis avril 2018. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mon deuxième invité aujourd'hui est un habitué de ce plateau, Bruno Nogoma Zidouemba, secrétaire général de l'Association des ambassadeurs du Burkina à la retraite. Bonsoir. Bonsoir et merci encore une fois pour l'invitation. Ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle, vous avez assumé entre 2001 et 2011, monsieur Zidouemba, les fonctions d'ambassadeur du Burkina en Éthiopie et surtout de représentant permanent de votre pays auprès de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Programme des Nations Unies pour l'habitat. Au cours de votre longue carrière diplomatique, vous avez notamment été, de 1997 à 2001, ambassadeur du Burkina Faso auprès des États-Unis d'Amérique, de l'Argentine, du Mexique et du Chili, avec résidence à Washington, D.C. Vous étiez donc, dans le même temps, représentant permanent du Burkina
auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, période au cours de laquelle vous avez pu d'ailleurs renforcer vos capacités économiques à l'Institut de développement économique de la Banque mondiale à Washington. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est la 76e sortie de votre émission qui s'invite à présent chez vous. Ça y est, la monnaie unique de la CEDEAO est dans les starting blocks. Voulue par les pères fondateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais plusieurs fois repoussée, la mise en œuvre de cette monnaie, baptisée ECO, prend enfin forme. En effet, après les ministres et gouverneurs des banques centrales de l'espace CEDEAO, qui se sont accordés sur l'essentiel les 17 et 18 juin dernier à Abidjan, ce sont maintenant les chefs d'État également et de gouvernement qui ont entériné le 29 juin dernier à Abuja au Nigeria l'appellation et le calendrier du lancement de l'ECO pour 2020. Alors tout d'abord et très rapidement, comment appréciez-vous l'évolution de ce chantier, Justin Damo-Barrow? Je pense que créer une nouvelle monnaie commune n'est pas une chose simple. Et pour moi, l'évolution de ce chantier me paraît relativement satisfaisante. Parce que j'ai assisté à la naissance de l'euro, de sa conception à sa maturité, à son accouchement le 31 décembre 1999. Alors, j'étais étudiant quand je suis arrivé à Paris pour la 3e année de fac. Et en France, il y avait déjà, en 1973, il y avait déjà, et ça avait commencé avant, ce que l'on appelait donc le serpent monétaire. C'était déjà les préparatifs de l'euro. Vous voyez, 1973, et on a eu l'euro qu'en en 1999. Il a fallu du temps. Vous voyez un peu. Donc, à comparer à ce que nous sommes en train de vivre, je ne pense pas qu'il y ait objet à incriminer qui que ce soit. Je pense que c'est une évolution normale et l'écho qui va bientôt voir le jour, j'espère, me paraît avoir suivi donc le chemin qu'il faut. Et je pense qu'il reste encore des choses à faire pour pratiquement parachever cette œuvre afin que cette monnaie ne soit pas une monnaie de singe et qu'elle soit une monnaie qui soit tout à fait qui réponde à vos attentes. Qui répondent à nos attentes. Vous êtes également satisfait, Bruno Zidouimba, de l'évolution, du cheminement qu'a emprunté donc la mise en œuvre de l'ECO. Permettez-moi d'abord de me réjouir d'être aujourd'hui dans votre studio en compagnie d'une personnalité aussi éminente que Justin Damo-Barrow, que vous avez si bien présenté et qui est très versé pour les questions économiques et monétaires, pour avoir été notre ministre de l'économie et des finances pendant si longtemps. Pour revenir à votre question, je dirais que la naissance de l'ECO est un événement. Il était grand temps, parce qu'il y a très longtemps que cela a été préparé, et il était grand temps que cette monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest ou de la CEDEAO prenne forme. On l'a appelé ECO parce qu'il fallait bien trouver un nom, mais ce qui est important, c'est que, comme vous le savez, la monnaie est un attribut essentiel de l'expression de la souveraineté. Et la naissance de l'ECO renforce la coopération entre les pays de la CEDEAO et donc renforce le processus d'intégration de l'Afrique de l'Ouest et voilà, au-delà de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, on l'a appelé ECO. Est-ce que ce n'est pas simplement pour faire écho à ECOWAS, le sigle anglais de CEDEAO? Oui, dans une certaine mesure, mais je voudrais également faire le petit flashback pour dire que lorsqu'on attendait donc de venir sur le plateau, j'ai eu l'occasion d'exprimer à mon aîné, je pense qu'il est
peut-être un peu plus âgé que moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est à peu près de la même tranche de génération. J'ai eu l'occasion de lui dire également que c'était avec plaisir que je me retrouvais en sa compagnie pour répondre à votre invitation. ECHO, effectivement, on a mis, il y a eu 3 choix. Il y a eu trois propositions. 3 propositions. Afro ou Afri? Afri, oui, c'était Afri. Ensuite, il y a eu Cola. Cola, oui. Et puis Echo. Echo. Alors, il y avait avant cela, parce que moi j'ai participé à tout le secteur, à tout le processus. Tout ce processus. Il y a eu, on a failli dire CD, parce que certains pays, même anglophones, ont dit c'était mieux CEDEAO, l'initial, le début de l'acronyme CEDEAO en français. Alors c'était pour la première fois que j'étais étonné de voir qu'un anglophone proposait qu'on utilise un acronyme français pour un truc. Mais ça correspondait quand même à des arrière-petites pensées que vous voyez, vous pouvez percevoir. CD, ça fait un peu CD. Bon, et puis bon, je crois qu'on a tourné, on a fini par accepter, par admettre CD. Echo, pardon. On a accepté ECHO, qui est effectivement ECOWAS. C'est le début de l'acronyme anglais de ECOWAS. Donc voilà les raisons essentiellement qui ont conduit à ce choix. Au choix de ECHO. Est-ce que c'est... Mais il y avait des critères quand même. Ils avaient désigné des critères, ils avaient dégagé un certain nombre de critères auxquels cela devait obéir. Et c'est là, ECHO semblait être vraiment... Est-ce que justement, finalement, ce nom-là vous parle? Est-ce qu'il nous porte en tant qu'Africains, en tant qu'Ouest-Africains, pour nous dire, enfin, nous avons une monnaie qui nous ressemble, qui va nous rassembler? Je pense, parce que vu les progrès que nous avons vécu au niveau de l'évolution de ce processus, d'abord, ça a été les textes sur la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Et je me rappelle, c'était en 1983, j'étais jeune ministre, jeune secrétaire d'État, où à Conakry, donc ces textes ont été adoptés sur la libre circulation des personnes et des biens ressortissants de l'Union, de ECOWAS, des pays de ECOWAS. Il fallait compléter cette architecture par la monnaie. Alors, si les personnes peuvent se déplacer, les biens peuvent, les facteurs donc peuvent se déplacer, et qu'il n'y a pas ce qui leur permet donc pratiquement, qui facilite ces déplacements, c'est-à-dire la monnaie, et il fallait compléter cette architecture, cette construction par la monnaie également. Et je pense que cela arrive à point nommé. Cela arrive à point nommé. Cela vous parle aussi, ECHO? Oui, parfaitement, évidemment. Le nom, moi, je pense qu'il est important. Et surtout, le mot écho porte loin. C'est l'écho de nos voix, de nos espoirs, voilà. Mais également, ça peut faire économie. Ça peut faire économie. Et je pense que, quel que soit le nom, le plus important était que les chefs d'État, que nos 15 États se soient enfin entendus pour créer une monnaie commune. Et comme l'a dit M. Damo tout à l'heure, il ne peut pas avoir de liberté de circulation des biens si déjà ces biens ne peuvent pas être acquis par une monnaie commune. Vous savez que pour les Nigérians, pour venir acheter sur le marché burkinabé, il faut changer le naira en CFA. Pour les Burkinabés, la même chose. Alors, donc, il fallait bien qu'on en arrive là. Et je pense qu'à partir de maintenant, le processus d'intégration sera accéléré. Et nos États échangeront beaucoup plus facilement. Nos peuples échangeront plus facilement. Et donc, l'évolution vers l'unité gagnera beaucoup plus que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Donc finalement, cette monnaie unique, c'est également pour mieux commercer,
pour pouvoir aller d'un pays à l'autre sans avoir des difficultés de change, comme vous venez de le souligner. En dehors du franc CFA, justement, utilisé par les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Il y a 7 autres monnaies nationales qui ont cours dans cette partie du continent. Ce sont notamment le cédi ghanéen, le dalasi gambien, le dollar libérien, l'escudo capverdien, le franc guinéen, le léon sierra-léonais, le naira nigérian. Toutes ces monnaies vont donc fusionner pour donner l'écho. Alors, monsieur Barreau, techniquement, comment se fait ce travail? Alors, ce travail est effectivement fastidieux, parce que si je dis c'est facile, c'est faux. C'est tout faux. Donc, ce travail va se faire de la façon la plus tranquille. D'abord, on a dépassé une étape très importante qui est celle de l'acceptation politique de l'idée. Et ça, c'est un pas très important. Maintenant, ce qui était pendant longtemps, il n'y avait pas eu cette volonté politique d'y aller. Tout à fait. Je pense que ça manquait un peu. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas la volonté, parce que on nous a fait travailler très sérieusement, mais c'était encore relativement hésitant. C'était hésitant. Alors, une fois que l'on a accepté tout ceci, que l'on s'est assuré qu'il y a une convergence entre les performances les performances macroéconomiques entre les États membres, alors on peut décider d'aller de l'avant. Et j'ai parlé au début du serpent monétaire. C'était donc un mécanisme qui permettait de désigner des rayons de flottaison, des taux de flottaison, des taux d'inflation entre plus 5 et moins 5. Moins 5. Et comme on va donc dans le temps, c'est plus 5 et moins 5 fait ça. Et cela, les corrections se faisaient comment? Grâce à l'Institut monétaire. Cet Institut monétaire qui doit figurer un peu ou préfigurer une espèce de fonds monétaire, mais à l'échelle très, très, très réduite, c'est d'aider les différents États à corriger les déséquilibres des balances des paiements, qui permettent donc de ramener le taux de croissance et le taux d'inflation surtout à un certain niveau qui soit soutenable. Et le serpent monétaire, normalement, il est gros à moins 5, plus 5, moins 5, et il doit aller en devenant tout petit. En diminuant. Et au jour où on décide, tac, on arrête, et c'est ce taux qui va permettre de transformer le CFA en éco. Ce taux va permettre de transformer le Naira en éco, le Cedi en éco, le Dalasi en éco, etc., etc. Toutes ces monnaies donc, vont agir comme une espèce de panier de monnaies qui vont créer donc, cette nouvelle monnaie, qui est l'éco. Et une fois qu'on a arrêté que ça ne flotte plus, à partir de ce moment, donc, toutes ces monnaies sont figées dans le temps. Et on peut procéder à l'échange. C'est grâce à ce taux arrêté en dernier moment qu'on va aller échanger le CFA contre la nouvelle monnaie, qu'on va échanger le Naira contre la nouvelle monnaie, et on va procéder donc à l'échange des signes monétaires. Et en ce moment, après, ces monnaies-là vont disparaître. Voilà, ces monnaies vont disparaître pour leur céder la place. C'est exactement ce qui s'est passé avec le franc français, dont le taux en fin de période a été arrêté à 6,559 points. À partir de ce moment, donc, le franc CFA a été échangé contre l'euro à ce taux-là. Et on a retiré, tous les francs français. Et nous, comme on était rattachés au franc français par un taux de change fixe qui était 100, eh bien, ça faisait 655,957.
Donc Voilà. c'est du travail technique, c'est du Absolument. temps, mais on parle beaucoup également donc des critères de convergence. Tout à Quels fait. sont ces critères, Bruno Normand Zidouamba? Les critères de convergence, je pense que la meilleure personne pour vous en parler, c'est encore une fois mon ami Barreau. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il y aura certainement beaucoup d'ajustements. Je ne rentre pas dans les détails. Et ces ajustements sont si techniques et si importants que la date de 2020 qui a été donnée pour l'entrée en vigueur de l'éco pourrait peut-être être reculée de quelques mois, sinon même de quelques années. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'engager la procédure. Et la procédure est engagée depuis que nous avons accepté, sur le plan politique, D'y aller. d'y aller. Les conditions techniques, ça, on laisse ça aux techniciens et ils sont au niveau de nos banques centrales pour nous conduire jusqu'à la réalisation de l'idée. Alors justement, par rapport aux critères de convergence, on parle notamment de la création de réserves de change couvrant au moins 3 mois d'importation, M. Baron. On parle aussi d'un déficit budgétaire qui doit être inférieur à 3% du PIB et d'une inflation qui doit être inférieure à 10%. Alors, je vous les ai amenés, hein, les critères de convergence. Ce pas des choses qu'on peut imaginer pour raconter. Donc, c'est des choses précises que j'ai ramenées. Donc, vous avez des critères de premier rang et des critères de second rang. Les critères de premier rang sont au nombre de 4. C'est le ratio du déficit budgétaire par rapport au produit intérieur brut. C'est le taux d'inflation. C'est ensuite un financement direct du déficit budgétaire par les banques centrales qui ne doit pas dépasser 10%. Ensuite, le quatrième, ce sont des réserves extérieures brutes qui doivent être supérieures ou égales à 6 mois de couverture d'importation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on arrête, tac, la montre là, et que tous nos pays arrêtent d'exporter, de vendre à l'extérieur, que nous soyons en mesure d'avoir des réserves de change qui nous permettent de couvrir, de continuer de vivre pendant au moins 6 mois. C'est ça la couverture des importations. C'est cela. Et le deuxième, les critères de second rang, ils sont au nombre de 6. C'est l'élimination des arriérés intérieurs. C'est autant, parce que quand vous analysez tout ceci, Oui. vous vous rendez compte que ce sont des éléments qui ont de près ou de loin des relations avec la solidité de la monnaie. Une monnaie, si vous prenez donc la gestion budgétaire, le déficit budgétaire a un impact terrible sur la solidité de la monnaie. C'est clair. Le taux d'inflation, ça c'est l'ennemi des banquiers centraux, le taux d'inflation. Oui. Le plus gros ennemi des banquiers centraux, c'est l'inflation. Ça, c'est la valeur intérieure de la monnaie. Et la valeur externe, c'est le taux de change. Ensuite, les réserves extérieures brutes, ça, c'est la provision à laquelle est adossée donc l'émission monétaire. Voilà. Si vous n'avez pas de réserve extérieure, vous ne pouvez pas normalement émettre. Sinon, ça fait une émission ex nihilo. Oui. Et ça, c'est pas bon. Donc, vous avez donc les critères de second rang qui sont au nombre de 6. Le premier, c'est l'élimination des arriérés intérieurs. C'est le ratio de recettes fiscales sur le produit intérieur brut. C'est le ratio de masse salariale par rapport aux recettes budgétaires, donc aux recettes fiscales totales. Et le ratio des investissements bruts financés par les ressources intérieures par rapport donc sur les recettes fiscales qui doivent être inférieures ou égales à 20%. Le cinquième ratio, c'est le ratio des investissements publics financés par les ressources intérieures. Ça, c'est la note qui montre que nous sommes indépendants et que nous sommes en mesure de gérer une monnaie. Oui. Ensuite, le sixième, le dernier, c'est le maintien du taux d'intérêt
réel positif. Alors, mais quand on regarde ces critères, est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui remplissent ces critères? Non, aucun. Aucun des 15 Aucun. pays ne remplit encore ces conditions. Aucun. Alors, comment on fait pour y arriver en 2020? Je vois que M. Bruno Zidouemba était un peu sceptique, hein, à l'image de beaucoup de personnes qui estiment qu'il va falloir patienter encore. Mais les chefs d'État ont adopté finalement une approche graduée pour l'adoption donc de cette monnaie unique. Il faut donc avancer à double vitesse, mais est-ce que même là, on est sûr d'avoir des États qui remplissent ces critères-là, ces conditions-là, d'ici à 2020? D'ici à 2020, comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas. Quand vous voyez, nous sommes déjà en 2020, il nous reste 5 mois. Alors, dans 5 mois, je ne pense pas que quelque chose aura changé fondamentalement. Mais je crois qu'il ne faut pas comptabiliser en termes de mois. Il faut voir la chose dans son évolution normale. Rien ne sert de se précipiter. La précipitation peut nous conduire peut-être à un échec. Mais si nous avons mis près de 30 ans, sinon plus, à en arriver là, je crois que nous pouvons encore nous offrir 1 ou 2 ans pour être sûr que nous allons créer une monnaie solide, une monnaie vraiment ouest-africaine. N'oublions pas que ce n'est qu'une étape. L'objectif est la monnaie africaine. Et je me félicite qu'encore une fois, la CEDEAO donne le bon exemple. Parce qu'au niveau des processus d'intégration, la CEDEAO a déjà beaucoup fait. On a parlé tout à l'heure de la libre circulation des personnes et des biens. C'est la seule communauté économique régionale qui avait réalisé déjà cet objectif. Nous sommes encore la première organisation sous-régionale à réussir la création de sa monnaie unique. Et je pense que... Bon, à être en train de réussir, on n'y est pas encore. Bon, moi je pense que nous y sommes parce que la décision politique est prise et elle a été mûrie. N'oublions pas qu'il y a seulement 6 mois, le Nigeria hésitait encore. Et nous avons réussi à créer l'écho parce que le Nigeria a retiré ses réserves. De même qu'ils ont retiré leurs réserves en ce qui concerne la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Ce qui va permettre demain certainement le lancement à Niamey de cette initiative qui est salutaire pour l'avenir de notre continent. Alors justement, monsieur Justin Damo Barrow, est-ce qu'on n'est pas prêt alors? Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement pour l'instant d'un effet d'annonce, d'une décision juste politique, en attendant de voir ce qui se passe d'ici 2020, et si ça ne se fait pas, on repoussera tant qu'on voudra. Ça restera donc un serpent de mer. Je ne pense pas, parce qu'en plus, la démarche qui a été adoptée par les chefs d'État, c'est une démarche qui permet d'aller pas à pas et d'intégrer au fur et à mesure ceux qui ne sont pas prêts. Un peu comme l'Union européenne, où tous ils ne sont pas partis dans la monnaie commune, hein, dans la monnaie unique européenne, l'euro, mais il y en a, quand ils étaient prêts, on les a intégrés. C'est un peu de la même manière, je crois que je vois le truc, parce qu'ils ont adopté un système de banque centrale fédérale. C'est important. C'est-à-dire que chaque pays vient avec sa banque centrale, et cette banque centrale est représentée par un gouverneur, et ce gouverneur, donc, au sein de la banque centrale, qui aura très probablement un président, et qui va donc présider toute cette architecture. Voilà, c'est de cette manière que ça va faire. C'est le même schéma qu'on est en train d'adopter ici. Pratiquement, pour avoir oui. J'ai même lu la décision des chefs d'État, le rapport, donc, dans l'interview que le journal a accordé à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry. Ça a été dit clairement que c'est un système de banque centrale fédérale qui a été adopté. Et ce système permet donc, s'il y a 2 qui sont prêts d'y aller,
En attendant que les autres soient prêts, au fur et à mesure, on peut les intégrer. C'est un peu cela. Et peut-être que la question qui reste à trancher, les pays qui ont déjà une culture de gestion d'une monnaie unique, comme les pays de l'UEMOA, il reste quid ces pays. Est-ce que nous allons disloquer notre banque centrale afin que chaque pays dans l'affaire ait son gouverneur et qu'au niveau maintenant de la banque centrale fédérale, que ce soit donc chaque gouverneur qui représente, ou bien nous allons garder notre organisation et être représentés par un gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA. Ce qui est plus pratique, oui ou non? Ça reste, bien sûr, c'est plus cohérent pour nous. Moi, je ne suis pas qu'on détruise ce qui est déjà bien. Mais au niveau de l'Union européenne, le Luxembourg, par exemple, qui n'avait pas de gouverneur, a été obligé de créer sa banque centrale et de nommer un gouverneur. Donc, ils étaient dans le Benelux, et là, chaque pays au niveau des États du Benelux, Belgique et Luxembourg, n'avait pas chacun une banque centrale. C'est plus tard, quand on a fait l'Union européenne, qu'il y a eu un gouverneur au Luxembourg qui représente donc dans le comité des gouverneurs de banque centrale, au niveau du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne, a été représenté par un gouverneur. Alors disons donc que l'éco est sur les rails, on mettra en place donc cette banque centrale fédérale, c'est bien ça. Et on a également décidé que cet éco ne sera pas arrimé à une monnaie en particulier, mais qu'il sera flottant, c'est ça vous dites? C'est ça le terme technique. Et puis ensuite, on a encore du travail et beaucoup de travail à accomplir pour y arriver. On verra d'ici là ce qu'on fait et où on arrive à la fin de l'année. Mais en attendant, on peut dire que la mise en place de l'éco, ou en tout cas je vous pose la question, est-ce qu'elle sonne donc la fin du franc CFA qui suscite beaucoup de polémiques depuis quelque temps, Bruno Zidouamba? Je crois que c'est l'objectif. Comme on l'a dit, toutes les monnaies doivent se fondre en une seule qui s'appelle l'éco. Et quand on dit toutes les monnaies, y compris le franc CFA. Donc, il n'y a pas eu lieu d'hésiter. Et d'ailleurs, vous l'avez dû suivre, toutes les opinions réclamaient la fin du franc CFA. Vous savez, les populations aiment les actions spectaculaires. Nous allons assister de manière douce et concertée à la fin du franc CFA. Et cela va déboucher à la création de l'éco et tous les intérêts seront préservés. Je pense que la fin du franc CFA est un objectif et cet objectif est atteint avec la création de l'éco. Alors, la fin du franc CFA, le Nigeria qui était réticent est revenu à de meilleurs sentiments, mais semble-t-il souhaite bien que ce mariage avec l'euro soit donc dissous avant toute autre chose. Est-ce que c'est ça? C'est une condition sine qua non du Nigeria, Justin Damoba? Je n'ai pas assisté à ces débats, mais moi je parle essentiellement au plan technique. J'ai donné une interview il n'y a pas longtemps à l'Observateur Palga, interview dans laquelle je disais, techniquement je ne vois pas comment le franc CFA va circuler parallèlement avec une monnaie qui normalement est la monnaie qui est devenue la monnaie d'émission de la zone. Donc, si le franc CFA n'est pas la monnaie d'émission de la zone, il disparaîtra. Je pense que ça ne peut pas être maintenu. Maintenant, je ne sais pas comment les choses vont se passer, hein. Les débats sont toujours en cours, la BCEAO, tout ça, j'ai émis déjà les idées, je ne sais pas comment ça va se passer. Ce sont des questions qui restent à trancher. Je ne pense pas que toutes ces questions soient déjà tranchées. Je reste relativement prudent et je me dis que la réflexion est toujours en cours. Je n'y avais jamais pensé, par exemple, au système de banque centrale fédérale. Pour moi, dans le moule de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est une banque centrale unique pour tous les États membres
j'étais un peu dans cette mouvance, mais c'est beaucoup plus difficile à réaliser que dans le système de banque centrale fédérale. Tout à fait. Mais oui, mais le franc CFA disparaît, mais disparaît seulement en Afrique de l'Ouest, puisqu'on a quand même du franc CFA en Afrique centrale, où on n'a pas encore donc, ce mécanisme, ou en tout cas, où on n'a pas encore commencé à se mettre ensemble pour penser à une monnaie unique. Mais je suis sûr que la création de l'écho aura certainement un écho en Afrique centrale. Et je crois qu'il est temps aussi qu'à ce niveau, on y réfléchisse. Je sais qu'ils y réfléchissent déjà, peut-être qu'ils ne sont pas aussi avancés qu'au sein de la CEDEAO. Mais je pense qu'à terme, eux aussi vont suivre le processus. Comme je l'ai dit, même la création de l'écho n'est qu'une entente régionale. L'idée est de créer une monnaie africaine. Et cette monnaie africaine sera la fédération, certainement, de l'écho et des autres monnaies régionales, y compris certainement l'équivalent de l'écho en Afrique centrale. Donc, c'est encore du travail à faire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Justin Ndamo-Barrow. Vous avez en effet accordé une interview au quotidien L'Observateur Palga. C'était en février dernier. Dans cette interview, vous dites précisément que, je cite, « Le franc CFA est une monnaie solide et forte qui se tient toujours droit dans ses bottes et qui continue de jouir d'une confiance inébranlable à l'intérieur et à l'extérieur de sa zone d'émission. » Fin de citation. Mais c'est ce que dit également le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Pourtant, on sera obligé de s'en séparer bientôt. Mais ce n'est pas parce qu'une monnaie est dure et se tient bien dans ses bottes qu'on ne peut pas s'en séparer. Les monnaies, le franc français était une bonne monnaie, bien, mais quand on a décidé, quand les préoccupations d'ordre intégrationniste ont pris le dessus, eh bien, chaque pays a dû se défaire de sa monnaie, tous ces éléments de souveraineté pour rentrer dans un élément d'intégration et s'aborder pour construire quelque chose très probablement de plus solide, parce que découlant d'une union, et l'union fait la force. Donc je pense que là, cela ne nous empêche pas de nous séparer du franc CFA, je ne pense pas. Vous regrettez notamment cette part d'émotion, de passion et parfois même de populisme qui a donc embrasé les foules par rapport au CFA avec des condamnations taxées de monnaie colonialiste, etc. Donc l'arrivée de l'écho va résoudre tous ces problèmes et tous ces différends, tous ces débats. Bien sûr. Là, l'écho, c'est une solution toute trouvée. Cela permet de résoudre un problème sans que nulle part quelqu'un n'ait l'impression de perdre la face. Parce qu'il ne s'agit pas parce que j'ai toujours dit, ce problème de la monnaie du CFA, on peut s'entendre pour justement s'en débarrasser, ou comme vous voudrez, en s'organisant pour ne pas repartir dans des situations plus compliquées qu'avant, repartir à la case zéro, comme si l'intégration monétaire n'avait jamais existé. Donc on peut le faire. Mais c'est la méthode de ceux qui sont de ces altermondialistes qui font comme si ça venait d'arriver. Non, c'est une vieille monnaie solide, bien, qui a permis en tout cas à nos populations de commercer, d'échanger, de faire pas mal de choses. Je ne vois pas... si on doit s'en séparer, bon, on le fait tranquillement. On le fait en discutant avec nos partenaires français, avec qui nous sommes en coopération. Donc, on le fait. On ne le fait pas en désordre dans le cadre d'une espèce de désinvolture. Pas de la désinvolture. Est-ce qu'il vous est arrivé justement de discuter de ces questions avec des partenaires ou des amis français? Quelle est leur opinion là-dessus? Non, mais en fait, les Français vous disent toujours qu'il n'appartient qu'à nous de prendre notre destinée, continuer ou de faire ne pas ce que continuer. nous voulons. La France ne nous a pas asservis dans le cadre de cette monnaie. Je crois que vis-à-vis des Français, c'était une coopération réussie, chacun y trouvant son compte.
Bon, maintenant, nos opinions en Afrique peut-être peuvent n'avoir pas compris parce que généralement, quand vous interrogez les chefs d'État ou les leaders africains des pays membres de la zone franc, presque tous exprimaient leur satisfaction de la coopération et des avantages qu'ils tiraient de cette monnaie commune. Comme on vient de le dire, ce n'est pas parce qu'une monnaie est forte, parce qu'une monnaie est utile, qu'il ne faut pas faire un pas en avant vers l'unité, vers des ensembles beaucoup plus solides. Au sein de l'Union européenne, ou du moins de l'euro, le Deutsche Mark était une monnaie très forte, de même que le franc français. Mais le moment venu, il a fallu céder une partie de cette souveraineté pour créer une autre souveraineté qui, celle-là, est devenue une souveraineté européenne. Nous sommes en train de créer une souveraineté ouest-africaine avant de créer la souveraineté africaine à travers la création d'une monnaie continentale. Monsieur oui, Toumoudi, monsieur Barrow. Oui, sur ce que je voulais tout juste rebondir en disant, moi, dans mes relations avec des collègues français, il y a des exemples de pays qui ont quitté le CFA. Ce ne sera pas la première fois. Personne, j'ai même dit dans plusieurs communications que j'ai faites à l'université, lorsque je sentais que les étudiants avaient tendance à agresser les gens, je dis non, on n'est pas tenu. La Mauritanie a quitté en 1990. Personne ne les a mis en prison et on ne les a pas asservis. La Tunisie, l'Algérie, tous ces pays-là, c'était le Mali. Le Mali n'était pas trop rentré parce qu'ils ont signé, mais ils n'ont pas concrétisé. Et c'est plus tard qu'ils sont venus nous rejoindre. Mais la plupart des pays du Maghreb francophone, là, c'était des pays CFA. Donc ils ont quitté, personne ne les a. Non, les gens discutent comme si la monnaie faisait tout. On ne dort pas et puis la monnaie travaille seule. Il faut une bonne économie, une bonne politique économique de gestion macroéconomique et puis on a une bonne monnaie. Ouais, ce que vous dites, c'est qu'on peut quitter le CFA, il suffit de prendre ses responsabilités. Et du reste, dans l'interview dont on a parlé tout à l'heure, vous avez évoqué donc, cet épisode avec le président Thomas Sankara, qui avait, en tant que révolutionnaire, pouvait décider, n'est-ce pas, de sortir de cette zone CFA, mais il a préféré jouer la carte de la patience, il a vu plus loin, et puis vous avez fait un échange avec lui sur cette question. Vous pouvez partager ça avec nos téléspectateurs, s'il vous plaît, rapidement. Oui, avec plaisir et peut-être une certaine angoisse, mais en fait, le président Thomas Sankara m'avait toujours dit, écoute Barrow, nous n'allons pas prendre la décision de quitter le franc CFA. Lorsque les gens nous ont vus en train de quitter, de changer le nom du pays, en train de changer le drapeau du pays, en train de changer l'hymne national, ils se sont dit non, c'est sûr, ils vont arriver à la monnaie. Mais ce sont les attributs de la souveraineté. Mais bien sûr. Mais non, il a dit non, on ne quittera pas. Maintenant, ce qu'on peut faire, on subodore un peu que ces gens, on peut peut-être un jour ou l'autre, nous dire que nos comportements de révolutionnaires, c'est incompatible avec la gestion d'une monnaie et peut-être les gens peuvent nous lâcher. Mais nous sommes des responsables, nous n'allons pas nous laisser faire. Ce que nous allons faire, c'est de nous préparer, d'essayer de prévoir pour pouvoir. Pour cela, nous allons mettre en place l'UREBA, qui était une banque, l'Union révolutionnaire de banques, qui devait préfigurer une banque centrale. Et cette banque centrale devrait, au cas où les autres, nos partenaires dans le CFA, nous quittent, nous obligent à partir, que nous ne soyons pas en train de nous complaindre, mais de reprendre les choses en responsable et de continuer de vivre comme si de rien n'était. Donc il a su être visionnaire, Thomas Sankara, sinon on serait parti de la zone franc, on ne serait pas ce qu'on serait devenu. Clair. Le Burkina serait parti, mais dans tous les cas, il y a eu beaucoup d'initiatives autour du franc CFA et des militants,
des initiatives qui militaient pour qu'on sorte donc du CFA, ou plutôt qu'on change le paradigme avec la France, à l'initiative notamment de l'économiste togolais Kako Nubupo. Plusieurs économistes et activistes africains se sont réunis les 16 et 17 février dernier à Bamako, où ils ont dessiné les contours de ce qu'ils ont appelé les États généraux du franc CFA. L'idée, c'était de retourner vers les populations dans les différents pays pour avoir des échanges pédagogiques autour de cette monnaie, pour décider au bout d'un an, finalement, ce qu'il faut en faire. Mais leur position était claire, c'était de changer cette relation jugée coloniale et trop ombilicale avec la France. Est-ce qu'en son temps, vous avez apprécié cette initiative-là? Oui, je pensais que ça devenait un peu plus responsable et un peu plus pondéré comme réaction. Parce que je connais bien Kako Nkuko, c'était un de mes agents à la Banque centrale. Après, il a quitté, il a été nommé ministre chez lui. Et puis ensuite, il a quitté le gouvernement. Et bon, là. Mais je trouve que lorsqu'on le suit bien, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un type c'est pas un monsieur qui demande, qui réclame à corps et à cri comme d'autres, de quitter le CFA. Ouais. Il veut quitter justement ce terrain émotionnel. C'est ça. Pour arriver vraiment au débat technique sur le terrain. Tout à fait. Lui, il avait même dit, il y a des aspects qui ne sont pas bons. Il y a des aspects qui ne sont pas bons. Par exemple, le CFA, c'est une monnaie lourde, une monnaie forte, qui circule dans des pays pauvres. Donc, une monnaie forte qui permet d'acheter dans des pays pauvres, ce n'est pas évident. Donc, il faudrait qu'on puisse assouplir un peu ce lien pour que le comportement de nos économies puisse avoir des influences positives sur la monnaie, ou que la monnaie puisse nous permettre donc d'avoir des ajustements. Mais une monnaie à parité fixe, c'est très complique les processus d'ajustement structurel. Donc voilà un peu, son raisonnement, c'était un peu ça. Et quand je le suis, quand je l'ai lu, j'ai lu plusieurs documents de lui, c'est surtout ça, essentiellement. Maintenant, s'ils se sont retrouvés en février à Bamako pour les États généraux du franc CFA, tant mieux. Et décider qu'il faut peut-être rationaliser un peu le débat, l'amener peut-être au niveau des populations, mais permettre à ces populations de comprendre le processus et ce qu'eux ils réclament à corps et à cri. Je pense que c'est une très bonne chose. Alors justement, il y en a même qui avaient souhaité qu'il y ait carrément un référendum sur cette question. Oui, mais je crois que, je l'ai dit au début, les populations aiment les actions spectaculaires. Je crois que la question du franc CFA avait fini par devenir un outil de manifestation du nationalisme africain. Bon, c'est normal, c'est un outil parmi d'autres. Mais ce n'est pas un débat qui date d'hier. Rappelez-vous, il y a eu un économiste camerounais célèbre, Joseph Pouemou Tchountiang, qui a critiqué le franc CFA plus qu'aucun autre jusqu'à ce jour ne l'a fait. Malheureusement, il est mort, mais ses écrits restent. Et Joseph Pouemou Tchountiang était en fait la continuation des idées révolutionnaires des gens comme les Félix Moumié, comme les Ouandié. Donc, c'est normal que ce débat ait fini par se cristalliser. Mais comme je l'ai dit, la monnaie est si sérieuse qu'on ne peut pas régler le problème dans la rue. Nos dirigeants sont conscients des avantages qu'ils tirent de l'appartenance au franc CFA et ils suivent aussi ce débat. Nous sommes dans des systèmes démocratiques et ce qui vient de se passer est la preuve qu'on peut trouver de manière paisible et raisonnable des solutions à des problèmes qui apparemment semblaient compliqués. Et je suis heureux que de ce débat, de ces
de ces échanges d'idées, soit né aujourd'hui l'ECO. Soit né l'ECO, le Nigeria prend une part finalement importante dans le débat et dans la perspective, puisque hier est réticente, elle s'y colle. Elle va également signer, vous l'avez souligné tout à l'heure, à Niamey, l'accord pour la zone de libre-échange continentale africaine. Vous avez évoqué un peu déjà les interactions, puisque une ZLECA est profitable pour l'ECO, pour la zone CEDEAO et vice-versa. Est-ce que finalement, le Nigeria n'est pas, d'une certaine façon, un enjeu au cœur de tout ce système financier, monétaire, économique, pour la sous-région, bien entendu, mais également pour tout le continent? Évidemment, le Nigeria est un poids lourd. Le Nigeria, je crois, représente 60% de la population de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Le Nigeria, l'économie nigériane pèse pour 70% du produit intérieur brut. Du produit intérieur brut de la CEDEAO. Donc c'est normal que, même dans le cadre de la création de l'ECO, que la voix du Nigeria continue d'être écoutée. Et même la création de l'ECO n'a été rendue possible que lorsque le Nigeria, en fait, l'a voulu. Et donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir dans notre sous-région un pays leader. Si vous descendez en Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud qui est le leader. Si vous allez en Afrique du Nord, je n'ose pas créer des problèmes, mais l'Égypte est le pays, et d'autres pays. C'est en Afrique centrale. Donc, chaque sous-région doit avoir un leader. Et un leader ne veut pas dire un dictateur. Je pense que le Nigeria, en acceptant d'abord rentrer dans la CEDEAO, la libre circulation des personnes et des biens, créer l'ECO avec tout ce que cela suppose comme discipline de gestion, je crois que le Nigeria fait la preuve que malgré son énormité, il est disposé à coopérer avec tous les pays membres de la CEDEAO. Justement, Justin Damo Barrow, coopérer avec tous les pays membres de la CEDEAO, est-ce qu'on ne risque pas également d'avoir le revers de la médaille avec le Nigeria? Est-ce que son poids trop important n'est pas aussi peut-être un handicap pour cette discipline dont parle Bruno Zigbema? De mon point de vue, non. Non, le Nigeria, effectivement, comme son Excellence vient de le dire, Bruno, c'est un avantage d'avoir un pays leader. Ça veut dire que si l'un juge décide de se retirer, tout tombe par terre? Non, je ne pense pas, puisque nous, l'UEMOA existe sans le Nigeria. Si se retire, les autres se réorganisent. D'ailleurs, deux économistes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale avaient trouvé que notre processus devrait d'abord partir, donc séparer le Nigeria à part, et ensuite tous les autres pays se mettent ensemble, créent une monnaie et viennent maintenant pour fusionner avec... Ouais, il y avait cette idée de mettre toutes les 7 monnaies-là ensemble. Cette idée a circulé. Oui, cette idée a circulé. Donc je ne pense pas. À partir du moment où politiquement le Nigeria accepte de jouer le jeu, il n'y a pas de problème. C'est vrai que lorsque vous avez un mastodonte, autant il y a des avantages, autant ses capacités de nuisance sont énormes. Exactement. Lorsque ça fauche un tout petit peu, vous le ressentez. Si vous avez un pays comme je sais pas moi, la Guinée-Bissau ou un autre petit pays, il n'y a pas de petit pays dans l'opération. Lorsqu'on rentre effectivement dedans, on est tous des souverainetés. Ouais. Mais au plan de l'importance économique, du poids économique, comme on disait, il y a l'économie de la Guinée-Bissau, c'est un peu Yopougon en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, nous avons ce genre ce phénomène. Donc, en tout cas, il faut travailler, tout le monde doit travailler pour que le leader ne soit pas un dictateur. Absolument. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on attend maintenant le 29 octobre, date à laquelle les différents États devraient transmettre à la Commission de la CEDEAO leur programme pluriannuel de convergence pour la période 2020-2024. Est-ce qu'on sera au rendez-vous? Est-ce que ces programmes, si j'ai compris,
si j'ai bien compris ce qu'on a développé, c'est qu'on n'est évidemment pas sûr qu'on arrive à ces points de convergence d'ici là. Je crois que certains seront au rendez-vous. Je crois que le système est savamment construit par étapes. Ceux qui sont prêts, le 29 octobre, seront au rendez-vous. Seront au rendez-vous de 2020, et puis ensuite... et puis les autres suivront. Et puis les autres vont suivre. Mais je ne crois pas que tout le monde sera là, parce que les situations sont disparates. Les situations sont disparates, Justin Damo-Barrow, tout le monde ne sera pas là, mais le 29 octobre, on doit pouvoir faire un point. Voilà. En fait, le problème des convergences, surtout des politiques macroéconomiques, ça se comprend un peu comme le problème de l'équilibre économique. L'exception, c'est l'équilibre. C'est le déséquilibre qui est le fait courant. Donc, la convergence, ça devient exceptionnel. Vous faites tout pour converger dans toute la mesure du possible. Ce sont des efforts. On doit tendre toujours à cette convergence. Mais converger et y rester tout le temps, ça relève d'une gestion extraordinaire. Donc, ce qu'il y a dans ce contexte-là, c'est que les pays qui sont prêts, comme son Excellence vient de le dire, les pays qui sont prêts, ils vont aller donc dans la nouvelle monnaie, un peu comme dans l'Union européenne. Les pays sont encore en train de s'apprêter pour venir rejoindre la monnaie, l'euro. Ça sera le mot de fin. En tout cas, moi, je voudrais rappeler cette exhortation de Mamadou Diarra, qui était alors directeur de l'Office d'échange du Sénégal, lorsqu'il avait évoqué la question du franc CFA en 1973, dans son ouvrage intitulé « Les États africains et la garantie monétaire de la France ». Pour Mamadou Diarra, en effet, je cite, « Le moment est venu pour les États africains d'accorder une plus grande attention aux problèmes monétaires qui doit être reconsidéré pour être démythifié et d'accepter, d'assumer toutes les conséquences d'une politique monétaire autonome. » Il y a déjà 46 ans que ces propos ont été tenus et l'on attend toujours. Jusqu'à quand? Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 76 qui recevait pour vous Justin Damo-Barrow. Il est administrateur fondateur de Cogent International Consulting Group. Merci d'avoir honoré le plateau de Périscope. Également sur le plateau aujourd'hui, Bruno Nogma Zidwemba, c'est un habitué. Il est le secrétaire général de l'association des ambassadeurs du Burkina à la retraite. Mais un ambassadeur n'est jamais à la retraite, n'est-ce pas, monsieur Bruno Zidwemba? Merci pour votre constante sollicitude. Merci de le rappeler également. Merci à Clarisse Benao qui a assuré la réalisation de cette émission avec la complicité technique de Ibrahim Soro à la caméra. Aminata Peggy Sanogo était donc au son, Aimé Relé Basenga au synthé et au prompteur. Mathias Kambou a assuré la diffusion. Mes invités et moi avons été maquillés par Samiratou Ouedraogo. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous de Burkina Info. Tout en prenant soin les uns des autres, prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.